Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Secours catholique sensibilise les élus de la République sur la condition des personnes en situation de précarité. Le lancement d'un soutien financier pour le Soudan du Sud par le pape François. Et puis en Belgique, l'évêque de Liège a rencontré l'ambassadeur de la Chine populaire lors d'un concert à la cathédrale de Liège. Mais l'une des informations importantes de la journée, c'est l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur la procréation médicalement assistée. Il se dit favorable à l'ouverture de la PMA à des couples de femmes ou des femmes seules. Un avis qui suscite déjà de nombreuses réactions et des inquiétudes, comme celle d'Alliance Vita. On reçoit dans notre dossier sa déléguée générale adjointe, Caroline Roux. Ce matin, à la Maison de la Chimie, les rapporteurs du CCNE ont donc rendu public leur avis sur la PMA. Un rapport très attendu puisqu'Emmanuel Macron avait dit se référer à ce document pour se prononcer sur la question. Je vous rappelle que le président de la République est favorable à l'ouverture de la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes. Compte rendu et réaction avec nos journalistes Rémi Pem et Gabriel Massé après la publication de l'avis. Dévoilé dans une conférence de presse ce matin, cet avis était attendu depuis plus de 4 ans. En février 2013, dans le cadre du débat sur le mariage pour tous, le Comité national d'éthique avait été saisi sur la question de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de femmes. Déjà, François Hollande avait déclaré attendre cet avis avant de légiférer sur le sujet, une posture adoptée également par Emmanuel Macron, rendant cet avis décisif. Nous recommandons une ouverture pour 3 raisons et avec 3 conditions. Parce que la technique ne semble pas poser de problème en elle-même, parce que la demande traduit l'autonomie et l'égalité des femmes, et enfin, parce que les relations sociales et familiales permettent aujourd'hui des cadres structurants pour ces demandes. Maintenant, il y a 3 conditions, elles sont essentielles. La prise en compte des situations familiales, la différence des femmes seules et des couples de femmes, le maintien du don gratuit. Ça ne doit pas conduire à une marchandisation et du service public. Et enfin, le maintien des moyens du service de santé avec une priorité aux pathologiques et donc la possibilité d'un non-remboursement au moins différencié. Un avis adopté sans l'unanimité puisque 11 membres sur les 39 que compte le comité s'y sont opposés. Ce qu'il faut espérer, c'est que l'ensemble du travail soit étudié de façon à ce que chacun puisse mesurer effectivement tous les enjeux de ces types de décisions, ces nouvelles manières de penser la procréation, nouvelles manières de penser la famille, nouvelles manières de penser le rôle de la médecine. Est-ce qu'elle doit uniquement s'intéresser aux pathologies? Est-ce qu'elle doit aussi prendre en compte les souffrances morales? Enfin, il y a beaucoup de questions fort intéressantes qui apparaissent dans ces débats-là. Depuis qu'il est officiellement annoncé, un certain nombre de professionnels de santé ont pris publiquement la parole. Ils s'inquiètent des conséquences d'une telle décision sur l'enfant. C'est le cas de Christian Flavini, pédopsychiatre spécialiste de la question de l'adoption. Mais je crois que c'est une décision d'une extrême gravité, parce que le CCNE, le comité d'éthique, néglige le fait que c'est valider un droit à priver un enfant d'avoir un père et une mère. Or, pour un enfant, cette relation d'un père et d'une mère, la relation d'enfantement, est ce qui porte sa vie psychique, ce qui anime sa vie psychique. Je suis issu de leur relation et c'est eux qui ont porté ma venue au monde, c'est ce qui fonde sa raison d'être. De son côté, l'Église appelle à la vigilance. Pour Monseigneur Dornelas, spécialiste des questions éthiques pour la Conférence des évêques de France, le Comité national d'éthique ne donne qu'un avis qui appelle à une réflexion plus approfondie. Dans une tribune au Monde, il écrit « Il serait regrettable pour tout le monde que le gouvernement prenne des décisions qui suscitent la division en réveillant les passions ». Le père Delongeau, théologien et moraliste, soulève également le problème de la filiation que pose la PMA. Pour l'Église, il est important que cette institution de la filiation intègre les données corporelles, voyez, les réalités biologiques, et ne s'en affranchisse pas complètement. Parce qu'il y va d'une conception de la personne, de l'unité de la personne, de la place du corps, voyez, dans la personne, et vouloir ainsi instituer des filiations qui n'ont aucun fondement, vous voyez, qui n'ont plus aucun fondement, aucune référence à la différence homme-femme, à la paternité et à la maternité, aux yeux de l'Église, porte atteinte à la fois
au bien de l'enfant, au bien commun de la famille et de la société. Une décision qui pourrait être lourde de conséquences. La question de la procréation médicalement assistée, selon les propos du président du Conseil national d'éthique, devrait être de nouveau abordée en 2018, lors d'états généraux préparant de nouvelles lois de bioéthique. Plusieurs associations ou mouvements ont alerté sur les dangers de cette proposition. Parmi elles, les associations familiales catholiques. Elles appellent solennellement le président de la République à ne pas fracturer davantage la société française en s'attaquant à un sujet aussi sensible. Le Secours catholique sensibilise les députés sur le quotidien des personnes en situation de précarité. Avec un film en 3D déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, son but, permettre aux élus de se plonger dans le quotidien d'une famille en grande difficulté. Une vidéo que l'on peut regarder en 3 dimensions à partir de son téléphone à l'aide d'un kit. Il a été présenté ce matin par la présidente du Secours catholique, Véronique Fayette. On a voulu interpeller tous les nouveaux députés le jour où ils rentrent à l'Assemblée nationale pour leur dire changez de regard sur les plus pauvres. Ne pensez pas que les pauvres sont des feignants, des assistés, qu'ils sont heureux d'être dans les conditions où ils sont. Je crois que les députés sont comme l'opinion publique, c'est-à-dire on ne connaît pas forcément la vie des personnes en grande précarité parce qu'on ne les rencontre pas tous les jours, parce qu'ils se cachent et ils sont souvent invisibles. Voilà. Et notre rôle à nous, justement, c'est de nouer des liens très forts avec ces députés pour avoir vraiment des réunions de travail. Voilà. Communiquer, c'est bien, faire un petit coup de publicité, c'est très important, mais maintenant, on veut pouvoir travailler concrètement sur des projets de loi, sur des textes, proposer des amendements et faire que la vie des plus pauvres s'améliore vraiment pendant ce quinquennat. C'est un coup de poing dans l'estomac. Moi, je viens de visionner cette vidéo et en ce jour de rentrée parlementaire, remettre la vérité sur les plus pauvres, sur l'indignité de l'humiliation faite à cet enfant, sur la souffrance de cette mère. Je suis encore bouleversé, me paraît être le plus important dans ce moment politique où la France est fragmentée, elle est fracturée et en tout cas l'inhumanité faite à 9 millions de pauvres aujourd'hui en France est insupportable dans la 5e puissance mondiale. À quel point les préjugés. Le pape François a fêté aujourd'hui les 25 ans de son ordination épiscopale. Le 27 juin 1992, il avait été ordonné évêque auxiliaire de Buenos Aires. Ce matin, le Saint-Père a concélébré une messe avec les cardinaux présents à Rome. Il a délivré une méditation sur la vieillesse, montrant que l'appel du Seigneur doit être entendu jusqu'au bout. Le pape qui a lancé il y a quelques jours un projet d'aide pour le Soudan du Sud, un soutien financier en matière de santé, d'éducation et d'agriculture. Depuis 4 ans, le pays est déchiré par une guerre civile et ethnique. Le père Hubert Barbier soutient le Soudan depuis 40 ans. Il y a été missionnaire de 1976 à 1985. On l'écoute sur le projet du pape. Les gens ne peuvent plus cultiver, donc il y a une population qui est très affaiblie et il faut quand même aider ces populations de façon que quand vous voyez ces mouvements de population entre le nord et le sud, le sud et le nord, ben vous vous dites bien il faut faire quelque chose pour qu'il y ait une stabilité dans toutes ces populations du sud et qu'elles puissent retrouver un certain milieu de vie en cultivant de façon qu'elles puissent se nourrir. Il faut qu'il y ait une pression internationale de façon que cette lutte ethnique, on arrive à trouver une solution. Parce que c'est pas, quand on voit d'avoir envoyé des casques bleus ou d'autres troupes internationales, ça n'a pas suffi pour rétablir la sérénité et la paix au Soudan. Dimanche, en Lituanie, Monseigneur Theophilius Matulionis a été béatifié. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Vilnius autour du premier martyr lituanien de l'ère soviétique. Mort en 1962, cet archevêque a passé plus de 15 ans en prison et dans des camps de travaux forcés. Il est mort empoisonné à 89 ans. Le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, a présidé la béatification. Dans son homélie, il a rappelé que Monseigneur Matulionis avait réussi à voir la bonté et la providence de Dieu, même chez les personnes qui le persécutaient. Le pape François lui avait attribué le titre de martyr le 1er décembre 2016.
En Belgique, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en visite à la cathédrale de Liège. Hier, il a été accueilli par Monseigneur Delville, l'évêque du lieu, dans le cadre d'un concert de carillon. Jusqu'en septembre, la Chine est à l'honneur dans la ville belge, au moment où l'Église de Chine fait l'objet de grandes attentions. C'est à l'occasion d'un concert de carillon à la cathédrale de Liège que Qu Xing, ambassadeur de la République populaire de Chine en Belgique, a rencontré hier Monseigneur Delville, évêque du diocèse. L'hymne national chinois a été interprété pendant l'événement. En fait, c'est la première fois que j'entends l'hymne national joué au carillon et dans une église. Je pense que c'est le sentiment d'amitié des Liégeois à l'égard de la Chine. Des habitants de Liège, mais aussi de la communauté catholique sur place. Alors même que la situation est tendue pour l'Église en Chine, ce déplacement de l'ambassadeur était un symbole fort de rapprochement. Le simple fait ici à Liège que l'ambassadeur se soit assis à côté de l'évêque pendant le concert de carillon au moment où a retenti l'hymne national chinois avec l'évêque de Liège et l'ambassadeur côte à côte, c'est une image vraiment forte. Une image qui marque les esprits et qui s'inscrit pour l'Église dans une dynamique de dialogue avec la Chine, lancée par le pape François peu après son élection. Des discussions officielles devraient d'ailleurs s'ouvrir dans les prochaines semaines. Toujours en Belgique, 2 ordinations sacerdotales ont eu lieu dimanche à la cathédrale des Saint-Michel et Gudule. Le cardinal Joseph de Kessel a ordonné prêtre Antonin Lemaire et Bruno Druhen. En France aussi, il y a eu des ordinations le week-end dernier. Vous avez peut-être suivi celle à Notre-Dame de Paris, diffusée en direct sur KTO samedi matin. Le cardinal André XXIII a ordonné 14 prêtres, dont 10 pour son diocèse. Dimanche, la cathédrale Saint-Pierre de Rennes était comble pour l'ordination de Ludovic de Gélis pour la communauté de l'Emmanuel et Dominique Demey pour les missions étrangères de Paris. Monseigneur Dornelas, évêque du lieu, a aussi ordonné Christophe Gosselin, que l'on salue. Il a été journaliste à KTO Télévision, où il a présenté le magazine La Vie des diocèses il y a quelques années. Et puis à Bordeaux, en la cathédrale Saint-André, le cardinal Ricard a ordonné 2 prêtres, Jean-Michel Mathieu et Cyril Ronchet, mais aussi 4 diacres en vue du sacerdoce. Vous êtes habités par un vrai désir de mission et d'évangélisation, leur a dit le cardinal Ricard. Certes, l'annonce du Christ et la proposition de l'Évangile ne sont pas tous les jours choses faciles. Mais nous savons que des jeunes, des hommes et des femmes dans notre société sont en attente d'une parole de foi et d'espérance. Vous êtes un signe vivant et un appel adressé à notre Église. Je prie le Seigneur pour que, en vous voyant avancer et vous rendre disponible pour la mission, des jeunes puissent vous rejoindre et acceptent de se risquer avec vous pour le royaume de Dieu. Un diocèse qui n'avait pas connu d'ordination depuis 20 ans, celui de Tulle. Le 18 juin, Bernard Zimmermann a été ordonné dans la cathédrale Notre-Dame de Tulle par Monseigneur Bestion. À 62 ans, le père Zimmermann est un ancien cadre de la Banque de France et membre de cabinet ministériel. La célébration du 7e centenaire de l'enclave des papes en Avignon a été célébrée ce week-end par le cardinal Poupart. Le président émérite du Conseil pontifical a été nommé envoyé spécial du pape pour cet événement. Je vous rappelle qu'en 1307, le pape Clément V s'installa en Avignon, qui faisait alors partie des États pontificaux. Dans son homélie, le cardinal Poupart a souligné combien la paroisse de Valréas était celle des papes. Soyez, chers amis, légitimement fiers de ce lien, cette fois séculaire, qui vous relie directement au successeur de Pierre. À Montigny-les-Cormeilles, le diocèse de Pons-Troise construit une nouvelle église. Samedi, la première pierre de la future église Saint-Joseph de Montigny a été posée par Monseigneur Lalanne, évêque du lieu. Un geste symbolique pour marquer le début de la construction de cette église qui comportera 300 places, des salles paroissiales et un presbytère. La fin des travaux est prévue pour la rentrée 2018.
Dimanche dernier s'est achevé le 52e Salon du Bourget et ce que l'on connaît peut-être moins, c'est que chaque année, une messe est célébrée en plein cœur de ce rendez-vous international des professionnels de l'aéronautique et de l'espace. Nous y étions. Alors que le Salon du Bourget touche à sa fin, des passionnés d'aviation se retrouvent dans le hall de l'entre-deux-guerres pour participer à la traditionnelle messe de l'aéronautique et de l'espace. Dans son homélie, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort rappelle le sens de l'aventure humaine. Alors que nous sommes ici donc dans ce lieu qui montre cette incroyable capacité technique des hommes, qui nous rappelle aussi que les hommes sont capables de grandes œuvres constructives et aussi de grandes œuvres destructives, il nous est bon de nous souvenir, dans cette messe, que le cœur de l'aventure humaine n'est pas d'abord le déploiement de nos capacités techniques, c'est notre manière de nous engager dans nos actes. C'est ce que nous décidons au fond de nos cœurs. Célébré à l'intention de tous les personnels du secteur aéronautique et spatial, de ses utilisateurs, mais aussi de ses victimes, cette messe reflète la volonté de l'association Notre-Dame des Ailes qui l'organise. Rejoindre les personnes du secteur qui ont souvent des modes de vie en décalage. Alors, quel que soit le métier qui touche de près ou de loin l'activité aéronautique, parce que regardez Roissy, où aujourd'hui en gros vous avez pas loin de 100 000 emplois induits, vous avez des loueurs de voitures, vous avez des hôteliers, des tas de métiers qui vivent au rythme de la contrainte aéroportuaire, aéronautique. Donc, des gens qui finalement se retrouvent souvent un peu décalés, voire isolés, et qui ont besoin, comme vous et moi, de frères. Un accompagnement qui s'exprime aussi tout au long de l'année lors de la messe hebdomadaire célébrée dans les aéroports de Paris et en province. Félicitations au père Jean-Robert Armogad qui intervient régulièrement dans cette émission avec une chronique le jeudi. Il a reçu le prix du cardinal Grant de l'Académie française, un prix créé en 1945 pour récompenser l'ensemble de l'œuvre d'un membre du clergé catholique français, séculier ou régulier. On poursuit notre édition avec la chronique du Monde. Régis Anouilh revient sur l'engagement de l'Église catholique aux Philippines pour la défense de la création. Les années passent, mais chacun se souvient du terrible typhon Haiyan qui avait ravagé la partie centrale de l'archipel philippin en novembre 2013. Chacun se souvient aussi de la visite du pape François en janvier 2015 aux Philippines. Le Saint-Père s'était rendu sur place dans la région sinistrée de Tacloban. Les images sont encore présentes à l'esprit de ce pape confortant les survivants alors qu'une pluie battante et des rafales de vent balayaient l'esplanade où la foule était réunie pour l'accueillir. Le pape avait alors choisi de quitter son texte et avait improvisé pour dire aux personnes affligées « Soyez sûrs que Jésus ne vous abandonne jamais ». Les années passent et l'engagement de l'Église aux Philippines pour une société plus juste et plus respectueuse de la création ne faiblit pas. Nous venons de fêter le 2e anniversaire de l'encyclique Laudato Si, le texte du pape François consacré à la sauvegarde de la maison commune. On se souvient que l'engagement de l'Église aux Philippines en faveur de la justice écologique et pour un monde plus juste est ancien. En 1988, l'épiscopat philippin publiait une première lettre pastorale intitulée « Mais qu'arrive-t-il à notre terre ?» Les évêques reprenaient le cri de leurs prêtres et des catholiques philippins confrontés à l'exploitation sauvage des forêts et des mers dans cet archipel exposé plus qu'un autre aux atteintes de l'environnement. En 2008, les évêques avaient actualisé leur prise de position dans un document intitulé « Défendre la sainteté de la vie ». Ce document soulignait l'urgence à agir immédiatement et se lamentait du peu de progrès réalisés en 2 décennies en matière de protection de l'environnement et de la vie. 10 ans plus tard, où en est-on ? L'archevêque de Manille, le cardinal Tagle, vient d'appeler les Philippins et derrière eux l'ensemble des catholiques dans le monde à signer l'appel d'un réseau mondial fondé en 2015 pour mobiliser les catholiques en faveur de la justice climatique. Les signataires s'engagent à adopter un mode de vie plus compatible avec la protection de la création. Quel impact peut avoir une telle démarche ? Difficile à dire.
On peut seulement noter que les Philippines se sont engagées de manière très ambitieuse à réduire de 70% leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais dans le même temps, les centrales électriques fonctionnant au charbon continuent de fleurir dans ce pays pour répondre aux besoins d'une économie en forte croissance. Le chemin sera long. Le chemin sera long avant de faire de Laudato Si la feuille de route de chacun, aux Philippines comme dans le reste du monde. Merci Régis. Tout de suite, c'est notre dossier. Le CCNE a donc rendu son rapport ce matin sur les demandes sociétales à l'assistance médicale à la procréation. Et ce qui fait déjà réagir, on l'a vu, c'est le fait que le CCNE soit favorable à l'ouverture de la PMA pour les femmes seules et pour les femmes en couple. Caroline Roux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale adjointe d'Alliance Vita. Alors une première question, est-ce que les conclusions de cet avis vous ont surprise ? En fait, il s'agit d'un véritable basculement en laissant, en permettant une PMA pour des femmes seules et qui priverait délibérément un enfant de père. Et on ouvre, c'est la porte ouverte à un droit à l'enfant. Et par là, même si le comité d'éthique le refuse, la question de la GPA, finalement, les revendications viendront aussi sur la question de la GPA. Alors, il faut quand même mettre une limite à cet avis, je dirais, parce que d'abord, il n'est pas consensuel, ce qui est l'habitude pourtant du comité d'éthique. Il y a un quart des membres qui ne sont pas d'accord avec cette position. Voilà, effectivement, on l'a vu dans le reportage en début de cette édition. On va peut-être revenir sur les arguments qui ont été utilisés par le CCNE pour justifier la PMA. Ils ne vous conviennent pas vraiment, ces arguments. Alors pourquoi ? D'abord, ils sont très alambiqués. Ils chauffent un peu le chaud et le froid. On ne comprend pas grand-chose dans la manière dont c'est libellé. Mais ce qui est assez clair, c'est que c'est une réponse à une revendication d'adultes. Et on n'entend pas la question du droit des enfants. Et pour nous qui accompagnons Alliance Vita des femmes seules qui élèvent leurs enfants, nous savons combien la société se mobilise pour les aider et qu'il y a une vraie solidarité de la société française et que ce n'est pas simple pour ces enfants de ne pas avoir de père. Alors comment le comité d'éthique peut évacuer cette réalité ? Ça, c'est la première chose. Deuxième argument qui est donné, c'est par rapport aux violences des acteurs de la PMA. En référence à la violence qui est faite aux femmes dans la GPA. Ils disent il n'y a pas de violence. Et alors comment passer sous silence la violence qui est faite aux enfants qui sont privés délibérément de père, et puis cette instrumentalisation des hommes dont on va prendre simplement les gamètes et puis qu'on va effacer de la vie de l'enfant. Justement sur la question des enfants, ce matin la question a été posée au président du CCNE, François Delfraissy. Je vous propose d'écouter sa réponse et puis vous réagissez ensuite. Toute la réflexion que nous avons sur ces demandes sociétales, elle concerne des demandes sociétales des adultes et somme toute les enfants. Qu'est-ce qu'ils seront ? Ils n'ont rien demandé, ils vont être là, on aura donné un feu vert pour qu'ils soient là dans une certaine mesure. Donc je suis vraiment à titre personnel très sensible à ce point et je considère que tout en ouvrant, il faut bien sûr qu'il y ait une vision de moyen terme pour accompagner, qu'il y ait une fluidité aussi grande que possible pour ces enfants nés des nouvelles techniques. Alors voilà, on vient d'entendre le président de la CCNE. Il soulève la problématique des enfants, qui est, apparemment, il le dit, l'une des problématiques principales. Pour autant, on ne le voit pas dans l'avis du CCNE publié ce matin. Comment vous l'expliquez ? Dans la manière dont ils le disent, il est un peu soulevé, mais quand même, clairement, ils se disent favorables. Alors, le comité d'éthique n'est pas parole d'évangile et il ne s'agit pas de prendre tout cru ce qui est proposé. Et on sait très bien aussi que ce même comité appelle à un débat. Et je vois qu'il le rappelle, le président. Et c'est important que ce ne soit pas confisqué par quelques-uns, par quelques experts, et de réfléchir, et je dirais plus largement, toute la question de la procréation artificielle. Parce que nous avons beaucoup travaillé dessus à Vita et nous demandons le plus possible qu'on puisse soigner les couples qui sont confrontés à une infertilité
et qui puissent procréer naturellement sans passer par la procréation artificielle. Et là, on passe à un excès inverse d'instrumentalisation de la procréation artificielle. Donc je pense qu'il faut vraiment remettre cela dans un débat beaucoup plus large pour qu'il y ait une vraie prévention de l'infertilité. Parce que ça, c'est le vrai sujet autour de la PMA. Et pas des revendications ultra-minoritaires qui ne concernent pas vraiment les Français et la préoccupation présente des Français. Et donc, c'est pour ça que nous sommes prêts à nous mobiliser très fortement pour la protection des enfants et contre toute tentative de légalisation de ce type de procréation. Je l'ai dit, le président de la République, lui, il est favorable à cette ouverture de la PMA pour les femmes seules, pour les femmes en couple. Comment est-ce que vous allez apporter le débat sur la table un peu concrètement? Vous l'avez rappelé, il y aura un débat. Comment est-ce que ça va se mettre en place pour vous? Comment souhaiteriez-vous que cela se mette en place? D'abord, ce n'est pas une priorité. On le rappelle, les Français, et on l'a vu dans les derniers mois et de toute cette élection présidentielle puis législative, que la préoccupation des Français, ce sont la sécurité, le chômage, la pauvreté. Ça, c'est la préoccupation première. Donc, remettre en question la vie des enfants, la filiation, c'est quand même pas ce qui, dans un pays qui a été secoué, qui a besoin d'être rassemblé, c'est pas une priorité. Donc ça, c'est la première chose. Donc il ne faut pas se faire mettre une fausse pression artificielle sur cette question. Et la vraie question, justement, c'est de se dire quelle prévention de l'infertilité on peut avoir dans notre pays. Et ça, il va y avoir des débats au niveau des lois de bioéthique, peut-être en 2018, c'est ce qui est prévu. Et c'est la vraie question. Plus que ces questions d'élargir la procréation artificielle à des personnes qui ne sont pas touchées par des problèmes médicaux par rapport à la fertilité. Le CCNE s'oppose à l'autoconservation des oocytes chez les femmes jeunes, s'oppose également à la GPA. C'était les deux autres situations qui ont été abordées dans ce dossier. Est-ce que néanmoins vous restez vigilante à Alliance Vita sur l'avis, ou alors l'avis du CCNE est clair? Alors bien sûr, nous restons extrêmement vigilants, même si c'est une décision sage par rapport à l'autoconservation des ovocytes, qui mettrait une pression énorme sur les femmes, alors que la vraie question, c'est de la prévention de la fertilité par rapport à l'âge et faire des campagnes pour mieux prévenir la population française que l'infertilité, comme si on l'avait un peu oublié, baisser avec l'âge. Par rapport à la GPA, alors j'ai trouvé que c'était important que le comité d'éthique rappelle qu'il n'y avait pas de GPA éthique, avec argent ou pas argent. La GPA en soi n'est absolument pas éthique parce qu'on instrumentalise le corps des femmes, on sépare les enfants des femmes qui l'ont porté. Mais plus largement, nous restons vigilants parce qu'on a vu dans le dernier quinquennat le Premier ministre, le Président de la République dire qu'ils allaient se mobiliser. Ils ne se sont pas mobilisés au niveau international aujourd'hui, puisqu'on sait très bien que la GPA vient par l'étranger et des personnes vont à l'étranger avoir des enfants par GPA. Donc la question est la mobilisation internationale. Merci beaucoup Caroline Roux d'avoir accepté notre invitation. Bien entendu, on suivra de près ce dossier. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.